et bienvenue dans le ZCL News. Aujourd'hui, nous serons ensemble jusqu'à 14 heures comme d'habitude et on va recevoir dans un instant Mélanie Dubrul qui est médiatrice culturelle au Musart. Elle nous parlera des journées du patrimoine pointois. Ensuite, on aura avec Sylvie Rosier, notre chroniqueuse du lundi pour sa chronique Boostez-vous, la thématique qui est passer d'une équipe sous tension à une équipe régulée. Ensuite, avec Chantal Loyal, auteure, danseuse, chorégraphe, il sera question de son livre de danse avec la DAS. Et ensuite, on terminera avec Linda Gobendos pour son rendez-vous Ayurveda où on parlera des rituels du soir. Bonjour Danique, bonjour à tous. Effectivement, je suis là aujourd'hui pour inviter tous les Guadeloupéens aux Journées du patrimoine pointois. Chaque année, la ville de Pointe-à-Pitre nous convie à participer à cet événement et donc nous, Musart, nous serons ouverts samedi et dimanche. Alors, qu'est-ce qu'il y aura exactement ? Alors, pour le programme, on aura des visites libres et des visites guidées en fonction de la demande. Et nous allons mettre à disposition dans la salle des ateliers différents plateaux de jeux à destination du grand public. Donc, ce sera l'occasion pour tous ceux qui n'ont pas encore découvert le Musart depuis sa réouverture. Ça existe des gens qui ne connaissent pas le Musart ? Ah oui, il y en a. On a beaucoup de visiteurs, mais il y a encore beaucoup de Guadeloupéens qui ne sont jamais venus. Donc l'entrée est libre et gratuite. On sera ouvert samedi de 9h à 17h et dimanche de 9h à 13h. Donc c'est l'occasion de venir nous rencontrer. Mais alors, d'une manière générale, comment le Musart fonctionne ? Alors nous sommes généralement ouverts le lundi, du lundi au vendredi. De 9h. En ce moment-là, vous êtes ouvert ? Ah oui, nous sommes ouverts. De 9h à 17h. Ouais. Et pour des grandes occasions spéciales, nous ouvrons le week-end. Oui. Alors, d'une manière générale, le Musart, c'est un musée, mais visiblement, il y a beaucoup d'animations qui se font là. Parce que ce n'est pas particulier au musée, ça. Alors, si, au contraire, aujourd'hui, en 2026, les musées, oui, bien sûr, il faut évoluer avec son temps. Les musées proposent de nombreuses activités. En tout cas, nous sommes bien dotés en matériel pédagogique. Nous travaillons avec tous les scolaires. Et à titre d'exemple, par exemple, aujourd'hui, j'ai reçu une demande de la DIL pour organiser des ateliers un peu spéciaux avec des femmes migrantes, par exemple. Donc nous, au contraire, on est un musée du XXIe siècle très moderne, très dynamique, et nous allons chercher tous les publics. Alors, il faut peut-être dire aux gens qui ne savent pas que le Musart, c'est l'ancien musée Schellcher, c'est ça ? Effectivement, c'est l'ancien musée Schellcher. On trouve encore des traces de Schellcher au Musart ? Bien sûr, puisque les collections sont des collections d'État, c'est la collection Victor Schellcher, donc évidemment, il y a des traces de Victor Schellcher au Musart. Alors, on est au début de l'année, puisqu'on invite des gens qui viennent au début de l'année, on leur demande toujours de faire un petit bilan de ce qui s'est passé l'année dernière. Quels ont été les temps forts du Musart de 2025, en gros, sans entrer dans tous les détails ? Alors les temps forts, comme d'habitude, les grands rendez-vous, la nuit européenne des musées qui a lieu chaque année en mai, les journées de l'archéologie, donc c'est l'occasion pour nous d'ouvrir en nocturne et de proposer des conférences ciblées. D'ailleurs là on a un cycle de conférences qui a commencé depuis le mois d'octobre sur les habitations sucreries en Guadeloupe, donc chaque mois on en propose une. Et puis des expositions temporaires d'art contemporain. De photos cette année ? Si, il y en a une prévue, mais il ne faut pas aller trop vite. On a 3 grandes expositions prévues. Il ne faut pas en parler maintenant ? Pour l'instant, elles ne sont pas encore sorties, mais je peux vous dire quelles sont les prochaines expositions. Donc la prochaine, c'est une exposition sur Camille Mortenol, très bientôt. Oui. Celle d'après, ce sera sur les 40 ans d'acquisition du Musart, en termes d'œuvres d'art contemporain. Et la dernière exposition de l'année, ce sera une exposition photographique. Exposition ? Une exposition photographique. De qui ? C'est un secret pour l'instant. C'est un secret. Voilà, on saura bientôt. J'ai eu l'occasion une fois au Musart d'entendre de la musique. Il y a une sorte de petit concert, ça se fait plus ? Ça arrive effectivement. Par exemple, lors de la nuit européenne des musées ou lors de vernissage, ça arrive que nous fassions appel à des groupes, à des artistes pour égayer, bien sûr. Donc, on nous voit ça encore cette année ? Ah oui, très probablement. En tout cas, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, la page Facebook, le compte Instagram. Et puis, on a également un groupe WhatsApp.
pour ceux qui le souhaitent. Alors, j'ai pu comprendre que quelquefois, il y a des animations pour les enfants. Je dis ça parce que il m'a un garçon qui a, quel âge, 7 ans, c'est ça? 8 ans. Qu'est-ce qu'on propose aux enfants de 8 ans? Alors nous, on fait déjà un très gros travail avec le public scolaire. On reçoit vraiment les élèves de la maternelle jusqu'à l'université. Donc les professeurs de Guadeloupe nous contactent. D'ailleurs, le mail contact, c'est reza-musart@cg971.fr. Oui. Donc nous, on s'adapte au programme scolaire en fonction des collections du musée, mais il nous arrive aussi de répondre à des demandes un peu spéciales. Lorsqu'un professeur a un projet pédagogique particulier, il s'adresse à nous et on voit ensemble comment on peut le réaliser. Et quand une association a un programme particulier au mois d'avril, il peut venir aussi au Musart? Absolument. Oui. Le Musart met très souvent à disposition une salle. On a 2 salles en fonction des disponibilités pour accueillir des conférences ou d'autres demandes. En fonction des projets, si on est disponible, nous ouvrons nos espaces pour les associations, bien sûr. Donc Caribule sera chez vous? C'était le cas l'année dernière, donc ce sera le cas cette année. Il faut le dire. En tout cas, mais oui. Bah oui. Il faut bien se servir. Tout à fait, bien sûr. Il est là pour ça. On nous accueille merveilleusement. Alors, rappelle un petit peu les prochaines manifestations. Alors là, nous sommes ouverts jusqu'à dimanche en continu. Donc samedi, nous serons ouverts de 9h à 17h. L'entrée est totalement libre et gratuite. Dans la salle des ateliers, de nombreux jeux de société autour de l'histoire de l'art seront disponibles et accessibles au grand public. Et nous serons ouverts dimanche de 9h à 13h. Bien, c'est dit. Bien, merci. On vous reverra probablement dans le tourisme. Bien, justement, on va passer à autre chose. Bonjour Sylvie, on va parler de quoi aujourd'hui? On a posé un diagnostic en début de mois, on a cherché des solutions et donc là on voit comment fonctionne une équipe qui est régulée. C'est la 3e édition. C'est ça. Générique. On a déjà vu l'épuisement au travail, on a vu l'usure invisible et aujourd'hui, Sylvie, tu nous montres à quoi ressemble concrètement une équipe qui fonctionne dans la durée. C'est ça, en fait. Puisque du coup, forcément, on a toujours tendance à chercher la performance. Mais pour que cette performance perdure, il faut que l'équipe soit bien, soit sereine. Et du coup, on parle de régulation parce que ça montre aussi qu'une équipe peut d'elle-même montrer quand ça va pas, dire quand ça va pas et trouver les solutions et améliorer la situation. Et c'est là qu'on permet que ça fonctionne bien. Et ce qu'on appelle la maturité de l'équipe? La maturité de l'équipe, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est pas que l'équipe est parfaite, mais elle est vivante et elle échange et puis du coup, ça fonctionne. Et une équipe il y a plusieurs niveaux de maturité d'une équipe. Le premier niveau, c'est l'équipe qui est réactive. Celle-là, elle est tout le temps dans l'urgence. Elle réfléchit pas elle n'a pas le temps de prendre du recul sur les décisions parce que c'est maintenant, on n'a pas le choix et donc du coup, on est là à arbitrer plutôt qu'à prioriser et il faut absorber les tensions que ça crée forcément puisque quand on est tout le temps sous tension, dans l'équipe même, ça crée encore des tensions. Deuxième niveau, l'équipe, elle est organisée. Là, on a des outils qui sont en place, les process existent et donc tout le monde sait ce qu'il a à faire. La régulation humaine est plutôt faible, mais on arrive à avancer sans qu'il y ait trop de tension, un peu moins constant que quand on est une équipe réactive. Et le troisième niveau, l'équipe régulée, c'est là celle qui sait ajuster ses priorités, qui sait voir les tensions arriver, savoir ce qu'il faut faire avant que ça n'explose. Ils savent partager les responsabilités, s'entraider. Et là, on voit que cette équipe est plus mature, autant relationnellement qu'organisationnellement. Mais dans ces 3 cadres, ces 3 niveaux de maturité, quel est donc, à ton avis, le rôle du manager? Est-ce qu'il est le même ou bien est-ce qu'il peut évoluer? Pas du tout. Il évolue. En fait, quand il est au début avec l'équipe réactive, le manager, lui aussi, prend des décisions dans l'urgence. Parce qu'il n'a pas le temps de faire travailler la stratégie
puisque l'organisation en elle-même n'est pas efficace et comme il faut et l'équipe n'est pas efficace. Lorsqu'elle est organisée, là, le manager a un peu plus de recul, mais il doit gérer, comme les process sont clairs, donc le travail se fait. Là, lui, ce qu'il doit faire, c'est d'être plus sur l'humain et faire en sorte que chaque personne aille bien dans l'équipe, personnellement, professionnellement, pour que ça fonctionne. Et c'est là qu'on atteint l'équipe régulée. Et là, le manager, il peut prendre encore plus de recul et être un peu plus comme un facilitateur, s'assurer que ce qui fonctionne est toujours en place, que les priorités avancent et que du coup, tout le monde se sent bien dans l'équipe. Et là, il a moins de tension et lui, il peut prendre le temps d'être sur la stratégie, sur la réussite des chiffres, etc. Son rôle en lui-même, en fait. Là, c'est l'idéal, bien sûr. Bien sûr. On veut dire, oui. Mais la réalité, quelquefois... Alors, est-ce que quand on arrive à cette forme de régulation, qu'est-ce que ça change concrètement sur le terrain? Mais ça change qu'on a beaucoup moins de tensions, qui sont même celles qui sont latentes dans l'équipe. On a une organisation fluide, puisque chaque personne sait ce qu'il a à faire et comment le faire, ou même sait aussi comment aider son collègue ou dès qu'il y a un besoin particulier. Ça permet aussi d'avoir des décisions qui sont plus rapides et mieux partagées par les membres de l'équipe, indépendamment de la décision finale du manager. Parce qu'une équipe régulée, le manager sait donner aussi un certain nombre de responsabilités, de champs de décision à son équipe. Et donc l'équipe, comme elle sait ce qu'elle peut faire, où elle peut décider et ce qui est important, donc les choses avancent de façon plus fluide, en fait. Donc, c'était le dernier épisode de la façon de cette partie. De cette partie. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure globalement? Qu'en fait, quand on cherche la performance, ce que toute entreprise recherche quand elle a une équipe, c'est qu'elle veut que son équipe soit performante et efficace. Il faut prendre en compte autant les tâches que l'humain. Et c'est en ça qu'il peut y avoir plusieurs choses à faire. Moi, ce que je propose aux entreprises, c'est déjà la première étape, on va poser un diagnostic pour savoir comment est l'équipe aujourd'hui. Et après, prendre en compte les besoins, les attentes de chacun et mettre en place tout un process pour aller vers cette équipe régulée et donc un collectif qui fonctionne. Ça prend combien de temps, ça? Ça dépend de l'état de départ de l'équipe de l'entreprise. Parce que si l'équipe est très en chien, comme on dit... Très en chien. D'accord. Oui, enfin, je veux dire, si elle fonctionne moi, mes accompagnements, s'il n'y a pas grand-chose à améliorer, on peut être sur du 3 mois, comme on peut être sur 1 an d'accompagnement pour les équipes qui ont besoin. Ça dépend aussi vraiment, de la grosseur et de la taille des même équipes et tout ça. de l'équipe. Oui. Et aussi des compétences du manager. Mais voilà, bien sûr. Mais il y a une partie. On travaille sur l'équipe, mais on travaille sur le manager. Je travaille avec le manager aussi. Il y a une partie où il y a. Les managers, ce qu'on leur dit? Oui, mais bien sûr. S'ils veulent atteindre les résultats qu'ils escomptent, ils ont tout intérêt à essayer. Moi, je leur dis toujours, dernièrement, j'ai accompagné des managers. Au début, ils étaient un peu récalcitrants sur les méthodes. C'est bien ce que je me dis. En me disant, ça c'est sur le papier, mais nous, vous ne connaissez pas nos ouvriers, ça ne marchera pas. Voilà. Donc, on est parti, on était sur une formation des managers pour un accompagnement sur 3 mois. Et pour le premier mois, je leur donnais des outils. Mais on avait à chaque fois une rencontre, une semaine d'implémentation, test, et on se revoyait une semaine plus tard. Donc, ils avaient le temps de tester. Et à chaque retour, dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour ajuster. Et au bout d'un mois... Tu as commencé par un diagnostic quand même. Bien sûr. Oui. Et au bout d'un mois, les tensions ont baissé. Les tensions ont baissé, l'efficacité a augmenté, et ils sont sur un secteur d'activité qui est très, très, très difficile, parce qu'ils ont des critères de qualité à respecter, donc ils ont des scores de qualité. Et pour les 3, les scores de qualité ont augmenté. Mais une fois qu'ils avaient réussi à mettre en place les choses, ils m'ont fait... Déjà, il fallait juste qu'ils fassent comprendre. Pour moi, ça semblait simple, mais c'est un regard extérieur. Quand j'arrive, je leur dis, mais est-ce que vous partagez à vos équipes l'obligation de qualité que vous avez? Donc, savoir à quel point leur travail est essentiel pour ce résultat et l'impact du résultat sur leur travail, etc. Et c'est ça, là qu'on a commencé. Une fois que les gens ont compris, en fait, les personnes ont assez souvent besoin de comprendre le sens de ce qu'ils font. Ils n'aiment pas faire pour faire, quel que soit le poste dans lequel on est. C'est important pour la personne de comprendre le sens et l'importance de son action. Quand on commence par ça et que la personne a intégré ça et que ça devient aussi important pour elle que pour le manager, ça fonctionne. Mais en sortant d'ici, je te conseille de passer aux eaux claires.
Enfin, un peu partout. Et voir le manager. Il y a mon email et mon site internet sur la plaquette. S'ils veulent, ils peuvent prendre contact avec moi et on peut... De toute manière, tout ce que tu as dit, on va retrouver ça dans ton ouvrage qui sort bientôt. Ah oui, d'accord. Tout à fait. Bon, Très heureuse d'apprendre cette information. Bien, merci en tout cas Sylvie, à la semaine prochaine. On va changer de registre puisqu'on va parler avec une dame qui est très connue en Guadeloupe, très connue en France, très connue en Afrique. Où est-ce qu'elle n'est pas connue, cette dame? Bonjour Madame Loyal. Bonjour. Merci d'être là. Alors avant de parler de votre ouvrage, puisque vous êtes l'initiative d'un festival Guadeloupe, Martinique, Guyane, même un petit peu en France, alors où en sommes-nous aujourd'hui? Nous en sommes à la 9e édition. Et là, nous finissons par la Guadeloupe, donc jusqu'au 31, voire une prolongation jusqu'au 6, puisque nous sommes actuellement cette semaine dans plusieurs lieux, avec comme invité d'honneur la Suisse. Oui. Et voilà, et la compagnie d'Ifecaco, qui fête ses 30 ans en 2025, mais du coup un peu décalé en janvier. Et donc, entre mercredi et vendredi prochain, nous aurons différentes manifestations dans différents lieux. Donc, je ne sais pas si vous m'autorisez à citer un peu allez-y quand même, les on lieux. donne 2 minutes. Voilà. Alors, mercredi, nous sommes à Caruquet-Rabalais, Oui. avec la compagnie... C'est à Pointe-à-Pitre, ça? Oui. Oui. Avec la compagnie d'Ifecaco à Pointe-à-Pitre, avec la compagnie Cadiz, qui est un duo de claquettistes, donc un Guadeloupéen avec une femme qui vit en France. Et nous serons également avec la compagnie d'Ifecaco autour du carnaval. Ça, c'est pour mercredi. Jeudi soir, nous sommes aussi avec le collectif suisse, avec un duo de batterie et de danse crump à la Ramée. Voilà, à l'habitation La Ramée. Donc ça, c'est jeudi soir. Et vendredi soir, nous sommes... non, je ne dis pas de bêtises. Samedi soir, pardon, il ne faut pas que je dise de bêtises. Nous sommes à la scène nationale, donc à partir de 19h, avec plusieurs propositions. Toujours le collectif suisse, la compagnie Cadiz, Claquette et Difecaco, surtout avec un projet de carnaval, en fait. Ce projet de carnaval est hyper important. On arrive de la Guyane et de la Martinique, où ça marche du feu de Dieu. Oui. 4 interprètes sur scène et franchement on emporte le public, c'est très festif et c'est sur le plateau, donc c'est pas le carnaval dans la rue, même si on le fait aussi. Oui. Mais là c'est vraiment sur le plateau et j'encourage vraiment les gens à venir découvrir un projet plateau autour du carnaval qui réunit le carnaval de Guyane, Martinique, Guadeloupe, mais aussi nous sommes allés à Dunkerque et à Biarritz et nous avons titillé le Brésil, Londres et Venise. Donc voilà, c'est très foisonnant et nous avons eu un retour très chaleureux et très encourageant de la scène nationale Martinique où ça s'est très bien passé. Nous sommes arrivés hier soir, donc on espère que la Guadeloupe, et en tant que Guadeloupéenne, je serai très très bien accueillie. Et la semaine d'après, nous serons au Moule, le 5 et le 6. Donc j'espère que je reviendrai vous dire les choses parce que le 5 et le 6 qui s'annoncent au Moule, c'est encore plus de choses. Bon, Voilà. on reparlera. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de cet ouvrage « Danse avec la DAS » que vous avez écrit. Et quand on lit l'ouvrage globalement, enfin je vous dis ça, vous allez me dire aussi si je me trompe, vous réglez vos comptes avec votre mère quand même. Alors beaucoup de gens me disent ça, je règle mes comptes effectivement avec ma mère, mais à qui je n'en veux pas du tout. Je dis la réalité des choses et comment moi j'ai vécu les choses. Et c'est pas vraiment un règlement de compte. Quelquefois c'est dur. Hein. Quelquefois c'est dur. Alors je pense que les Guadeloupéens le voient comme quelque chose de difficile, mais je pense que mon histoire ressemble à beaucoup de familles, je vais dire des îles, hein, de l'insularité énormément, et pas que d'ailleurs. La monoparentalité, la difficulté d'être mère aussi dans les îles et surtout dans ces années-là. Oui. Et que la santé peut rendre une maman très, on va dire, très sévère, hein. Pour ne pas dire méchante. Quand on est petit, on voit la personne dans une certaine méchanceté parce qu'il y a de la violence. Oui. Et c'est la réalité de beaucoup. Je parle d'Antillais de cette époque-là, puisque là, il y a des personnes qui m'ont dit « Ah ben moi, j'ai vécu chez ma grand-mère. Ah ben moi, j'ai pas vécu avec ma mère. Ben moi, j'ai eu telle violence. » Hommes comme femmes. Oui.
Donc voilà, donc c'est pas un règlement de compte, c'est une réalité des choses, d'une période Quand vous dites, donnée. ma mère est folle, beaucoup trop folle pour les lieux communs, ça veut dire quoi ça? Alors, parce que ma mère, elle était en folie, c'est-à-dire qu'elle a eu un Elle a problème. vraiment un moment... Oui, oui. Ah non, mais ma mère, elle a été internée à plusieurs reprises. Oui. Donc, je pense que l'auteur fait du jeu de mots pour avoir du recul, pour avoir un texte, si vous voulez, qui soit aussi un texte de théâtre, éventuellement. Donc, peut-être qu'il y a un peu d'exagération, mais c'est plus dans la dramaturgie du texte. Oui. Mais ma mère a été plusieurs fois hospitalisée, attachée, sous médicaments. Parce que quand moi je Mais suis... vous n'étiez plus avec elle à ce moment-là? Alors, moi, quand je suis arrivée, en fait, à chaque fois qu'elle revenait en Guadeloupe, Oui. elle est revenue 2 fois avant de me prendre, elle rentrait et en fait, je pense que ce qui s'est passé en Guadeloupe, de son enfance ou de ce qu'elle a dû vivre, et puis peut-être parce qu'elle avait aussi une fragilité, à chaque fois qu'elle elle rentrait dans la grande dépression, et c'était la dépression de paranoïa, de folie. Et moi, je me souviens que quand je suis arrivée, elle disait... puisque j'avais une grande sœur, que ma grande sœur, qu'on lui faisait de la sorcellerie. Oui. Donc elle était vraiment dans de la démence, si vous voulez, psychiatriquement parlant. Et du coup, elle passait des séjours de 6 mois à l'hôpital, où elle criait, où elle parlait, elle était vraiment dans une folie, quoi. Oui. Parce que vous dites la folie, son affaire, c'est pas la mienne. Eh ben oui, parce que c'était pas la mienne, c'était la sienne. Moi, j'étais toute jeune et j'arrivais en France. Je parlais le créole. C'était l'interdiction de parler le créole. C'était le martinet, il est là, je te tape si tu parles pas français. Donc, je pense qu'il faut pas le voir. Le livre, il faut pas le voir avec au premier degré. Il faut le voir aussi avec de la distance. Oui. Parce qu'il y a du jeu de mots derrière. Il y a de la distance et du jeu de mots, mais qui part, en tout cas, de cette folie de ma mère. Et ça a perturbé votre soeur aussi, Gilberte? Ça a perturbé 2 des sœurs qui sont suivies pour de la dépression. Donc voilà. Donc ça. Qu'est-ce qui vous a permis j'ai envie de dire, de sauver votre tête? Peut-être parce que j'avais un certain tempérament, je suis bélier, parce que mes 2 autres sœurs sont poissons, sont 2 semaines avant moi, 8 et 9, et moi je suis 31 mars. On est 3 filles de ma mère, où on est du mois de mars. Peut-être que je pense que c'est dû aussi au tempérament, au caractère. On a des caractères plus ou moins fragiles. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas émotive, parce que quand parfois on me parle du livre et qu'on me lit certains chapitres, même là, vous voyez, ça monte dans ma voix. Oui. C'est très difficile pour moi. J'imagine, oui, voilà. J'imagine que ça a été... Bon, alors on va parler de l'autre aspect, l'aspect chorégraphique. Alors, vous prenez, comme on dit en créole, un grand ballon dans la danse, puisque vous partez avec un groupe, je ne me souviens plus de son nom, groupe africain. Konda Bongoman. Voilà, exactement. Et vous faites pratiquement tous les pays africains. Oui, beaucoup. Il y en a que je n'ai pas fait, oui. Mais je veux en faire énormément. Oui. Et c'est ça... Enfin, la base même de votre carrière, c'est là que ça démarre. Parce que vous êtes guadeloupéenne. Je suis guadeloupéenne. Petite, je danse le gros cas à l'école et on me fait faire déjà... Il y a quelque chose d'assez inné pour la danse à l'intérieur de moi-même, puisque je vais faire les démonstrations dans les classes. Et arriver en France et placer très rapidement à l'aide sociale à l'enfance, on va m'inscrire dans des activités sportives, artistiques. Et à partir de l'âge de 13 ans, je vais commencer à rencontrer dans une des activités un professeur congolais qui est un peu dans une même situation que moi, mais qui a 10 ans de plus que moi, mais qui, à l'âge de 14 ans, arrive aussi maltraitance dans la rue. Donc je pense que quand les éducateurs me placent et lui disent écoutez, on emmène cette jeune dans votre cours, qui est la MJC juste à côté du foyer à 5 minutes, il me prend un peu sous son aile et il dit tout le temps ma sœur, ma sœur, ma sœur. Et les gens pensent que je suis sa sœur. Et au fur et à mesure, je vais continuer à rencontrer des personnes d'Afrique centrale. Et c'est la période où on a Kassav, où on a aussi Zaiko Langa Langa. C'est vraiment cette période-là de la musique africaine et de la musique antillaise, on va dire de la musique même afro-descendante du Sud, c'est-à-dire l'Amérique latine, l'Afrique,
où Peter Gabriel, qui est un grand compositeur de musique qui vit en Angleterre, va repérer toutes ces musiques-là, va les valoriser et va créer un festival et qu'il va déployer aussi bien au Japon, en Australie et un peu partout. Et moi, je vais faire partie de ces artistes antillaises, dont beaucoup ont abandonné ou ont fait des enfants. Donc... Mais moi, je suis celle à être restée dans le domaine. Et on va commencer, nombreuses femmes antillaises, à représenter quelque part les Africaines. Parce que c'était une période où les hommes africains arrivaient, pas forcément mariés, ou pas forcément avec leurs femmes, qu'ils laissaient au pays, mais ils se mariaient pour avoir aussi les papiers avec des Antillaises. Et souvent, même quand ils ne se mariaient pas avec des Antillaises, ça pouvait être aussi avec des Françaises. Par contre, pour représenter sur scène leurs femmes africaines, ils faisaient appel à des Antillaises, puisqu'on était françaises, on avait des papiers. Donc j'ai aussi bien circulé dans les ballets africains de l'époque, aussi bien d'Afrique de l'Ouest que d'Afrique centrale, que dans les orchestres. Et le chanteur avec lequel je vais le plus tourner va être Kanda Bongoman, qui lui est repéré par Peter Gabriel. Et on va faire le tour du monde, en Afrique, au Japon, en Australie et aux États-Unis et toute l'Europe. Et la difficulté, elle est plus en France que finalement en Europe et dans les pays... Mais alors, à cette époque-là, vous dansiez quoi exactement? Les danses africaines ou les danses guadeloupéennes? Enfin, le Goka, vous avez un petit peu laissé de côté. Alors, j'ai surtout œuvré pour les danses africaines. J'avais toujours le Goka en moi. Hein. Oui. Parce que très rapidement, je vais monter ma compagnie. À l'âge de 24 ans, je monte ma compagnie. Oui, oui. Et là, j'intègre cette triangularité. L'Afrique, l'Europe, parce qu'à travers d'autres danses, puisque les personnes qui vont intégrer la compagnie ont fait du jazz, ont fréquenté Alvin Ailey, un des profs congolais avec qui je travaille, lui, sa vision, c'est Alvin Ailey, parce que c'était celui qui représentait l'image afrodescendante d'une danse académique, et qui aussi, au fur et à mesure, va demander à revenir à ses sources, à ses racines, qui est l'Afrique. Donc moi, je fréquente toutes ces personnes-là, et très rapidement, ma compagnie, à la croisée des Antilles, c'est-à-dire le Goka, le Belay et l'Afrique. Donc dès que je peux tenter de pouvoir faire une proposition, puisque je commence à danser réellement à l'âge de 17 ans dans les ballets et avec les orchestres, et à l'âge de 24 ans, un peu avant, en 1992, je monte l'association et je reviens aux Antilles, donc je repère tout ce qui est aussi le quadrille, les contredanses et aussi et le Goka. Et très rapidement, je monte ma compagnie en mettant le Goka, le Belay, toutes ces danses de la Caraïbe française dans mon projet artistique avec l'Afrique, avec cette triangularité-là. Voilà. Alors, il y a un chapitre qui m'a beaucoup amusé quand vous en parlez, si vous parlez de Vénus. Oui. Alors, vous avez quelque chose de commun avec Vénus? Alors, ben oui, parce que quand Jacques Martial, paix à son âme, défunt Jacques Martial, me dit « Chantal, je connais bien ton travail, tu défends beaucoup les femmes, oui. Tu es très militante, très engagée dans le travail aussi culturel de chez nous et dans ce travail afrodescendant. Oui. Je pense que, étant donné que tu travailles avec des compagnies contemporaines, ou la question de ton corps, la question de savoir est-ce que ce sont tes vraies fesses, tes vrais seins, est-ce que tes formes sont vraies, est-ce qu'ils ne sont pas transformés. C'était la mode au moment de transformer les fesses. Ben c'est plutôt à la mode en ce moment. Oui. Moi, quand je suis arrivée, j'étais plutôt très complexée parce qu'au contraire, on nous disait oui, tu as des grosses fesses, même aux Antilles. Hein. Ouais, Mouna Gros Bonda, ah bah oui, puisque toute ma famille, on est très calipige et tout, on se faisait toujours regarder de travers. Et même en France, entre Noirotte et puis ah ben t'as des grosses fesses, t'es cambré, t'es ci, j'ai tout eu quoi. Ouais. Donc du coup, je pense que c'était quelque part une réparation pour la femme de manière générale, pour une femme afrodescendante de physique, on va dire calipige, mais aussi pour cette femme tout simplement, de manière universelle, quoi, et jusqu'à maintenant. C'est-à-dire les violences faites aux femmes jusqu'à maintenant sont très présentes, très prégnants. Donc je pense que je touche, on va dire, quand je fais ce spectacle-là, il y a plusieurs portes d'entrée à toucher. Il y a le scientifique, l'histoire scientifique, l'histoire de l'altérité et des corps, l'histoire de la femme. Et donc c'est pour ça que Jacques Martial me dit « Mais Chantal, as-tu entendu parler de cette histoire ?» Moi je dis non, jamais. Parce que c'est souvent les universitaires qui ont entendu parler de cette histoire et surtout sur l'aspect scientifique.
Et en fait, lui, il en entend parler parce que ça sort dans la presse. Parce que comme son corps, Nelson Mandela va demander rapatrier le corps de Vénus. De rapatrier le corps Vénus, on l'appelle Vénus, mais c'est pas son prénom. À Sarji Bartman, son nom de baptême, Sarche de son nom, on va dire, Afrikaners. Du coup, il me dit, mais Chantal, on se pose beaucoup de questions de ton corps quand tu danses dans les compagnies de danse contemporaine. Ça veut dire que ça n'a pas bien changé. Toi, t'en fais de l'humour, mais cette femme, elle en meurt. Donc, n'y a-t-il pas quelque chose à faire à ce sujet? Je pense que tu serais légitime par rapport déjà rien qu'à ton physique, et en tant que femme afrodescendante, et par rapport déjà à ce que tu défends dans tes projets. Donc je vais faire ce projet qui aujourd'hui est décliné, reste une pièce de répertoire, parce que je pense qu'elle a encore du sens aujourd'hui, et qu'elle peut rentrer vraiment dans un patrimoine culturel immatériel et de mémoire, et je pourrais peut-être la passer même plus tard à d'autres personnes. Mais ce que je note, c'est que il y a eu le film sur Vénus. Oui. Et donc, j'ai eu l'impression que vous avez regretté de n'avoir pas été choisi comme actrice. Pas du tout. Au contraire. J'ai été... Abdelatif Kechiche a été... Il y a des personnes qui lui ont parlé de moi. Oui. Donc, j'ai été contacté, mais au contraire... Ça ne vous intéressait pas? Pas du tout. En fait, ça m'aurait plu. Mais quand j'ai vu la manière dont il a traité le sujet, je ne regrette en rien du tout de ne pas avoir été prise. Donc peut-être qu'encore une fois, le ton de l'humour et la manière dont il met de la distance là-dedans, parfois les gens voient que ce soit ma mère ou d'autres sujets, et parfois les gens n'ont pas compris la distance forcément qu'il y a parfois dans l'écriture du livre. Voilà. Alors ce que je dis, c'est que ce livre, c'est... bien sûr, ça raconte un petit peu l'histoire de votre vie. Ça a été écrit avec quelqu'un, mais en fait, c'est aussi l'époque entre le Bumidum, le racisme français. Tout à fait. Vous avez pu surmonter tout ça? Je suis là. Oui. Donc, pour moi, il y a encore beaucoup de discrimination. C'est pour ça que j'ai monté ce festival Moi Créole, que je suis dans un combat culturel. Et que j'ai toujours défendu des pièces déjà d'une autour de la femme, mais autour de notre histoire afrodescendante. Oui. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression d'être là pour ça. Et c'est pour ça que ce ouvrage, il est là et qu'il dit énormément de choses. Parce qu'il raconte des choses... Vous racontez beaucoup de choses là-dedans. Il raconte beaucoup de choses de moi, mais il raconte beaucoup de choses de nous. De nous en tant qu'afrodescendants, de nous en tant qu'antillais avec le Bumidum. De nous en tant que comment on est perçu par nos compatriotes aussi quand on revient, comment ils nous reçoivent. Et souvent, on est mal perçu. On a beaucoup de préjugés sur les Antillais qui sont dans l'Hexagone. Et parfois, on n'a pas demandé à rentrer dans l'Hexagone. Hein. Moi, on m'a kidnappé. Hein. Donc, voilà. Peut-être comme Madio. Bon, en tout cas, c'est un livre à lire. Enfin, je le conseille fortement, vraiment, aux Guadeloupéens qui ne vous connaissent pas, qui ne vous ont pas approché, parce que c'est toute une histoire. Alors, il faut quand même dire que ça s'appelle Danse à la DAS, ce n'est pas par hasard. Hein. Non, parce que c'est vrai que ce livre, il traverse plein de choses. Il traverse la santé mentale de nos peuples, parce qu'il y a aussi une histoire derrière ça. Oui, bien sûr. Donc, c'est l'exemple de ma mère. Il traverse la culture et il traverse aussi l'aide sociale à l'enfance. Puisque je suis enfant de l'aide sociale à l'enfance. Donc, voilà, il y a un triangulaire, encore une fois, puisque je parle de notre triangulaire en tant que créole, mais dans le livre, c'est aussi un triangulaire à plusieurs endroits du livre. Et moi, ce qui est important, c'était de laisser la trace pour l'aide sociale à l'enfance, d'organiser des débats autour de ce livre pour parler de l'aide sociale à l'enfance qui va très mal depuis plus de 20 ans. Et c'est pour ça que le livre, beaucoup de gens disent qu'il y a beaucoup d'humour, il n'y a pas de misérabilisme. Même si les Antillais peuvent être choqués par rapport à la mère, à la maternité, mais au contraire, il dit beaucoup de choses et comment on peut changer aussi la maternité et le rapport aux hommes aussi. C'est presque un livre sociologique, je veux dire. Voilà. Vous ne dansez plus? Alors si, je danse toujours. Je danse toujours Vénus. Oui. Sur Vénus, vous dansez? Oui, et je danse toujours, bien évidemment. On verra Vénus en Guadeloupe un jour? Oui, l'année prochaine, je reviens normalement dans le cadre de la loi Taubira.
Ce sera les 25 ans et le festival sera autour de ça. Donc, du coup, je reprends Vénus. Oui. Mais toutes mes pièces travaillent le patrimoine le patrimoine immatériel. Là, quand vous venez voir le carnaval, Oui. le personnage de Joséphine de Beauharnais, le personnage du maréchal colonial traverse l'histoire mémorielle et l'histoire des Antilles. Donc, en fait, à chaque fois, je trouve toujours un biais pour toujours parler de qui nous sommes et d'où nous venons. C'est bien. En tout cas, merci pour cet ouvrage. Je demande aux Guadeloupéens qui n'ont pas... N'hésitez pas à venir voir. Il y a une signature prévue? Oui, alors donc je serai le 5 à Sainte-Anne, donc chez moi, puisque je suis née à Sainte-Anne. Je suis aussi née à Pointe-à-Pitre, mais je suis originaire de Sainte-Anne. J'allais dire, vous êtes entre Sainte-Anne et Pointe-à-Pitre. Hein. Je suis originaire de Sainte-Anne, de Déhauteur-Sainte-Anne. Et Loyal, c'est même pas vraiment votre nom? Alors, Loyal, c'est mon nom, c'est pas mon nom de géniteur. Oui. Mais voilà. C'est le nom que je porte. D'accord. Voilà. Bien. Donc, je serai en Semoun-Sainte-Anne, puisque j'ai été élevée à Sainte-Anne. Ma mère est de Sainte-Anne. Donc, Sainte-Anne à 18h30 le 5, le jeudi 5 à la médiathèque. Et au Moule, le vendredi 6 à 18h30. Et il y aura le spectacle juste derrière. Donc, n'hésitez pas. Les places seront en vente à partir du 2 à Robert-Loison, du 2 février. Et peut-être, là, je sais que aussi la ville des Abîmes m'a appelé. Peut-être le 3, on ne sait pas encore. Oui. Aux Abîmes, mais c'est pas sûr. Mais je commence à être appelée. Et surtout, le livre, il est présélectionné dans le festival insulaire. Oui. Et dans le prix c'est le prix insulaire de la ville de Saint-Malo. Et là, il est présélectionné. On ne sait pas ce que ça va donner. Donc, croisez les doigts que la Guadeloupéenne que je suis parle de la Guadeloupe, parle de l'afrodescendante, puisse être sélectionnée, que le livre ait un prix peut-être. Oui, mais en tout cas, il y a une présélection il le mérite, insulaire il le mérite. Enfin, vous avez le prix du ZCL déjà. Oui, merci beaucoup, de Saint-Malo. Il y a pas mal, et puis Saint-Malo à suivre. En tout cas, merci d'être venu. Et puis à suivre, puisque vous avez d'autres actualités. Oui, on va revenir. Je vais revenir mercredi et j'espère que la semaine prochaine, je reviendrai. OK. Voilà. Mais merci beaucoup. Merci à vous. Alors Linda, on va parler de rituels du soir ou comment décompresser après le travail, réduire le stress, la fatigue et la charge mentale. C'est tout un programme ça. Waouh. Alors, beaucoup de personnes, quand elles rentrent chez elles, elles ont un peu la tête dans le guidon, encore dans le travail. Pourquoi ? En général, il n'y a pas de vraie coupure. On ne nous apprend pas à casser le rythme et à avoir un rituel en fait pour pouvoir faire la part des choses entre la journée de boulot et quand on rentre à la maison. Donc beaucoup de personnes vont ramener à la maison toute la surcharge mentale en fait qui existe durant la journée. Il y en a qui travaillent même à la maison et donc du coup quand on rentre on est encore dans l'effervescence de la journée et on n'a pas fait ce qu'il faut pour casser le rythme souvent. D'accord. Comment on sait justement qu'on n'a pas coupé cette journée ? Tu as parlé de faire le travail à la maison. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes, on va dire ? Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui le sentent. Quand on rentre, on est encore agité. Donc, il faut penser à beaucoup de choses. Planifier, aller faire les courses, planifier ce qu'on va manger ce soir, faire les enfants faire leurs devoirs. Ensuite, on peut sentir que les gens deviennent irritables. Il y a beaucoup d'hypersensibilité. Et là, je pense surtout aux femmes parce qu'elles ont une charge supplémentaire parce que c'est elles qui gèrent toute la maisonnée en général. Et puis ensuite, ça peut s'impacter aussi sur la qualité du sommeil. Donc avoir des troubles du sommeil, des difficultés à s'endormir ou un sommeil agité. Donc dans la nuit, elles vont se réveiller ou on est encore en train de penser à ce qu'on faisait durant la journée ou le problème qu'on doit régler le lendemain. Donc on n'arrive pas toujours à faire la part des choses. Et aussi, on peut observer que certaines personnes ont même des difficultés à respirer et aussi cette sensation de lourdeur, spécialement au niveau des épaules, du cou, des tensions, des nœuds en fait. Et tous ces petits signes sont l'accumulation de ce qui s'est passé dans la journée. On n'a pas su s'en débarrasser avant de rentrer à la maison. Donc alors, j'entends ce que tu dis. Du coup, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut éviter de faire en fin de journée ou à la maison ? Des choses vraiment qu'il ne faut pas faire absolument. Alors, les choses à ne pas faire, l'Ayurveda, comme vous le savez déjà, encourage à suivre le rythme de la nature. Et donc, quand on suit le rythme de la nature,
juste avant le coucher du soleil, il y a beaucoup d'énergie Vata dans l'atmosphère. Vata, c'est l'énergie de l'air. Donc, c'est là où on est en mouvement, il y a de la stimulation. Mais quand le soleil se couche, l'énergie qui va augmenter, c'est l'énergie du calme et de la douceur. Alors, s'il faut respecter le rythme de la nature, une des choses qu'il faut éviter de faire le soir, une fois que le soleil s'est couché, c'est d'aller à la salle de sport. Puisque aller à la salle de sport, tout le monde fait ça en général parce que c'est là qu'on a le temps. Mais on réveille l'énergie de l'air, on stimule et on augmente encore cette excitation. Beaucoup de personnes vont dire oui, mais c'est ce qui me permet de décharger, de décompresser. Certainement, mais en fait, vous activez votre métabolisme. Si vous prenez le temps d'observer, quand le soleil se couche, les plantes se ferment, les animaux vont se coucher. La nature nous encourage à faire la même chose. Mais comme nous sommes des humains intelligents, on a créé l'électricité, quand le soleil se couche, il y a encore de la lumière, il y a encore de la vie. Et souvent, c'est là que les gens cherchent à faire leurs activités, à créer une deuxième vie. Oui, parce que tu n'as pas eu le temps dans la journée. On n'a pas eu le temps dans la journée. Mais idéalement, ça serait le moment où il faudrait ralentir si on veut respecter le rythme de la nature. Donc, c'est le moment où il faut faire des choses plutôt calmes et en douceur et favoriser l'activité sportive soit le matin, soit à l'heure du déjeuner. Idéalement, ça serait bien. Bon, alors l'heure du déjeuner, ça c'est un peu compliqué pour nous, mais le matin, ça veut dire que ça demande une organisation supplémentaire. Mais moi, je vous donne juste une information de la nature. Selon la nature, le matin, ça serait idéal de réveiller le corps, en fait. C'est là qu'il faut stimuler le métabolisme, c'est là qu'il faut l'activer, c'est là qu'il faut l'exciter, selon la nature. Et ensuite, l'autre chose, puisque tu m'as demandé qu'est-ce qu'il faudrait éviter, c'est aussi au niveau de l'alimentation. Donc, une fois que le soleil s'est couché, il faut manger léger. Et il faut manger tôt. Nos grands-parents mangeaient en général au moment où le soleil se couchait. Alors, c'est 18 heures là. Donc voilà, ça mais va c'est faire ça. Un peu tôt quand mais même. C'est ça. 18 heures, tu n'as même peut-être pas travaillé. Alors, fini de travailler en fait. Selon le rythme de la nature, c'est le moment idéal de nourrir le corps parce qu'à ce moment-là, on a encore le métabolisme qui est actif. Comme je vous disais, il y a ce qu'on veut faire en tant qu'humain moderne qui vit dans une société et il y a ce que notre corps, notre nature fait. Donc, automatiquement, que vous le vouliez ou non, quand le soleil s'est couché, votre métabolisme commence à ralentir. Donc, si vous avez tendance à dîner vers 20h et qu'à 20h, vous dînez genre le reste du midi, riz, pois rouges et puis viande cochon, là, il y aura un problème. Ça va rester dans votre estomac. Ça reste debout dans ton estomac. Ça reste dans l'estomac, ça va fermenter, ça va macérer. Et le lendemain, vous allez le sentir passer. Wow. Et ça peut perturber le sommeil, ça peut vous agiter. On ne se rend pas compte, mais une mauvaise digestion peut créer du stress dans notre corps, dans notre être. Ça met le corps sous tension. Donc, on fait attention à ces petites choses. Donc, pas de repas lourd le soir, un peu plus tôt que 20h. Alors, si vous voulez manger, à la limite, si vous voulez manger le riz, pois rouge et viande cochon, il faudrait manger ça plutôt vers 18h. Là, vous aurez le temps de digérer. Enfin, voilà, au niveau ça ne fait pas partie de nos routines. L'organisation, là, c'est quelque chose, du coup. Mais ça serait ça. Et puis, peut-être aussi qu'il faut oser. Moi, je suis très pour que l'humain puisse oser imposer des choses. Donc, il y a une petite discussion avec vos patrons, voir s'il n'y a pas moyen de sortir plus tôt pour améliorer votre qualité de vie. Comme ça, vous pourrez être plus efficace le lendemain au travail. Ça, c'est... oui, bon. Je pense qu'il faut plutôt... que ça passe, mais bon, on peut essayer. Je pense qu'il faut plutôt qu'on parle maintenant de ce qu'il faut faire. D'accord, qu'est-ce qu'il faut faire, donc, du coup justement casser. Donc, ce qu'on peut faire, c'est déjà essayer de créer une vraie coupure. Quand vous sortez du boulot, en fin de journée, avoir un rituel que j'appelle le rituel de transition. Donc, moi je l'appelle le sas. Ça peut être le sas. Et ça peut varier d'une personne à l'autre. Donc, moi, en général, quand j'ai passé la porte de mon cabinet, de là où je travaille, c'est comme si je mets derrière moi tout ce qui s'est passé dans la journée. C'est un truc que je fais mentalement. Ensuite, quand j'arrive dans ma voiture, je m'assois et je respire pour lâcher. Ça peut être un rituel, mais ça peut être n'importe quoi. Il y en a, en fait, c'est quand ils vont arriver chez eux, ils vont prendre une douche. Ça va laver. Intentionnellement, on se dit qu'on lave, en fait, tout ce qui s'est passé dans la journée. Donc, c'est trouver votre rituel de transition. Ça peut être juste prendre une respiration et dire « Ouf, c'est fini ». Ça pourrait être ça. Ensuite, l'Ayurveda dit qu'il faut bouger le corps. Donc, je disais pas du sport, pas une activité physique intense, mais bouger le corps, ça peut être, par exemple, faire une promenade. Donc, on crée un mouvement, puisque souvent, nous, on est assis toute la journée à des bureaux, donc on ne bouge pas beaucoup. Faire une petite promenade sans chercher à transpirer, ou encore mettre de la musique, comme tu sais si bien le conseiller, et laisser le corps bouger pour détendre les nœuds, rouler les épaules, échauffer les articulations. Ça peut permettre de relâcher les tensions musculaires sans pour autant agiter le corps.
Ensuite, on va penser au fait de réchauffer le corps. Réchauffer le corps, ça crée une ambiance, on va dire, réconfortante pour nous et ça apaise l'énergie vata, l'énergie de stimulation. Donc ça peut être une douche chaude, ça peut être un bain chaud si vous pouvez. Ça peut être aussi, une fois que vous avez pris votre douche, vous réchauffez avec un petit plaid. Et ça peut être aussi faire un petit massage à l'huile. Et nous, on aime bien faire les massages à l'huile tiède. Donc ça serait de l'huile de sésame. Donc, si vous n'avez pas le temps de faire tout le corps, vous pouvez au moins masser vos pieds avant d'aller au lit, masser vos mains, parce que maintenant on utilise beaucoup les mains, on a tendance à oublier, mais on écrit sur l'ordinateur, on tape sur le portable, on a souvent des pouces noués. Donc, prendre le temps de se masser les mains, ça permet d'apaiser, mais aussi de détendre le système nerveux. Et puis, manger léger. Donc, manger léger, ça serait quoi? De préférence, manger des plats cuisinés, chauds, donc et plutôt soupe. Du style soupe, purée, légumes vapeur, et puis des choses qui sont faciles à digérer, pas trop lourdes pour l'estomac. Et l'autre chose, ça serait de s'accorder 5 minutes d'exercice de respiration, parce que la respiration permet vraiment de lâcher. Vous avez déjà vu quand vous êtes fatigué avec quelque chose, vous faites ce que tu viens de faire là. C'est ce qu'on fait. Comme tu as parlé de respiration, j'ai eu envie de respirer plus fort. Et en fait, le fait de répéter ça, ça nous permet de lâcher, ça nous permet de vider en fait ce qu'on a dans la tête, mais aussi dans le cœur émotionnel. Ça permet vraiment de faire une coupure. Et donc, ce sont des petits rituels ayurvédiques qu'on recommande de mettre en place régulièrement pour retrouver l'équilibre. Et puis, si vous aimez faire ça, il y a aussi encore la méditation. J'en parle souvent, mais la méditation permet de se reconnecter à soi et donc de se recharger pour le lendemain. Et ça va permettre... Donc, on rappelle que tu as un petit programme sur la méditation. J'ai un petit programme qui s'appelle La méditation tout un art. Vous pouvez rentrer en contact avec moi sur le site internet si ça vous intéresse. C'est un accompagnement de 24 jours, c'est guidé. Il y a 21 méditations au quotidien. Et toujours dans la démarche de vous initier à ces rituels ayurvédiques, je propose également, donc jeudi de la semaine prochaine, le 5 février, l'Afterwork Musette. C'est un afterwork, donc c'est après le boulot. Vous venez comme vous êtes, vous retirez vos chaussures et puis vous déposez votre sac. Et je vous invite justement à bouger le corps, secouer un peu pour relâcher, prendre de profondes respirations avec une petite infusion qui va vous détendre. Et puis ensuite, on va faire une méditation pour se recentrer sur soi. On va échanger aussi sur les conseils ayurvédiques pour se reconnecter à son mieux-être. Et à la fin, on partage une petite soupe ayurvédique. Une soupe ayurvédique. Voilà. Moi, j'aimerais en savoir plus sur ça. Ah ben, il faudra venir. Et je me suis dit, en général, quand on fait des after-work, c'est souvent dans un bar avec de la musique et avec de l'alcool. Et moi, j'ai voulu proposer un after-work un peu ayurvédique. Voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que je propose cette première édition. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire sur mon site internet, lindagobandos.com. Et sur les réseaux sociaux, il y a le lien aussi qui sont en affiche. Il y a une villa Namasté. Oui, il y a une villa qui s'appelle la Villa Namasté à Bémao. Ça va en harmonie avec ce que je propose. C'est pour ça que j'aime bien faire mes événements là-bas. Oui, la dernière fois, c'était là-bas. Oui, je crois que j'ai déjà fait 3 événements là-bas. Oui, donc voilà. Donc l'Afterwork Musette, c'est la nouveauté que tu proposes actuellement. Voilà, c'est une des nouveautés. Donc ça sera un rendez-vous mensuel. Et je propose également des accompagnements maintenant. Donc, j'ai arrêté de proposer les consultations parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le véritable changement arrive quand on fait un suivi sur la durée. Quand les gens viennent me voir pendant 1 heure, je leur donne des conseils et puis ensuite, ils partent chez eux. Et puis, des fois, ils oublient, des fois, ils ne font pas. Et puis, je les revois encore 6 mois après pour le même problème. Je dis, ah non. Et alors, je préfère... J'aime bien voir les gens évoluer. C'est bien beau de recevoir l'argent des gens, mais moi, j'aime bien voir l'évolution des gens. Je veux que quand vous investissez de l'argent, vous mettez de l'argent avec moi, qu'à la fin, il y ait du résultat. Donc, je propose maintenant des accompagnements sur la durée et toutes les informations sont sur le site. Donc, n'hésitez pas à aller faire une petite visite. Merci. En tout cas, je pense que les gens ont pris acte de ces rituels, même simples. Je peux poser une petite question quand même. Oui, tout à fait. Combien de temps peut durer une méditation ? Ça va dépendre de vous. Alors, en général, j'aime bien dire aux gens de s'écouter. Il y a des gens, 5 minutes, ça suffit. Le mental, après, va commencer à être agité. Moi, je peux méditer pendant 1 heure. Donc, ça, oui. Et puis, je pense que les moines tibétains, eux, ils méditent toute la matinée, toute la journée, tu vois. Donc, il ne faut pas essayer de s'imposer quelque chose. Il faut aller à son rythme. Mais ce que je dis, c'est que plus on répète la méditation, plus ça vient. C'est comme du sport. Donc, au début, tu ne vas pas réussir à courir un marathon. Mais tu commences gentiment, tu fais 5 minutes de course sur le tapis, ensuite tu pourras faire 10 minutes, ensuite tu pourras faire
30 minutes. Le cadre de la méditation, c'est pas de bruit, dans l'obscurité? Non, dans le programme que je propose, il y a un fond sonore et il y a ma voix qui guide au début. Donc, au début, c'est toujours intéressant d'avoir un support pour que le mental puisse s'appuyer dessus. Parce que si tu dis à la personne de méditer comme ça en silence, là, elle va penser à tout. Hein. Ah oui, Marie-Chantal m'a dit ça hier. Demain, je suis invitée à... Comment je fais pour aller? Le carnaval, ouais, tu vois? Donc là, tu seras embrouillé. Tandis que quand il y a un support, soit de la musique, ça peut être le chant des oiseaux, ça peut être une petite musique douce, ça peut être un son. En Inde, on utilise un support c'est un instrument qui s'appelle la tambura. Vous pouvez taper sur YouTube. Et ça fait un son qui est plus ou moins... Ça varie légèrement, mais c'est en continu. Donc, c'est super intéressant d'avoir ça dans le fond. Donc, voilà. Tu vas adopter, Danick. Je vais faire de la méditation d'abord. La méditation tout de suite. Et le soir, non, mais je ne fais pas de sport le soir. Moi, tu as la raison, c'est plutôt le matin. Ah, c'est le bien. Soir, très bien. Le soir, on est déjà fatigué le soir. Donc, au contraire, le soir, il faut s'apaiser. Et je ne regarde même pas la télé quelquefois. Oui, bon. Ouais, non, je dis ça. Je peux lire ou écouter un petit peu de musique. Mais pendant que tu dis ça, je me souviens d'un petit détail que je n'ai pas dit. Idéalement, pour vraiment détendre et décompresser le soir, il faut être au lit 22h au plus tard. Hein. Oui, donc, non, je suis d'accord. 21h, 22h. Ouais, c'est un bon conseil. Oui. Ah, comme ça, on est le matin, on se réveille totalement apaisé. Elle a raison. Voilà, il est 13h53, c'est la fin du Z d'aujourd'hui. On a reçu Mélanie Dubrul, la médiatrice culturelle du musée. Elle a laissé toute une série de programmes, je crois, non? Oui, elle a ce week-end beaucoup d'événements d'animation autour d'une mallette de jeux aussi qui sont en lien avec l'art. Donc, allez-y et amenez vos enfants aussi. Sylvie Rosier a fait donc son troisième épisode de comment, dans une entreprise, arriver à la régulation. C'est assez compliqué, mais enfin bon, un bon manager qui suit la Ayurveda, normalement. Oh, voilà, on est nickel, on est parfait, là. Normalement, c'est bon. Il arrive à être apaisé, il a fait son équipe. Et à gérer son personnel, et même mettre son personnel en position de fonctionnement. Non, mais moi, j'accompagne aussi les entreprises. Alors, ceux qui veulent introduire l'Ayurveda en entreprise, je suis là. Non, mais c'est nécessaire. Non, mais je dis ça en rigolant, mais c'est nécessaire parce que quand on est apaisé, on travaille mieux. Mais on est plus productif. Beaucoup de mes clients, en fait, sont au bord du burn-out souvent, et c'est lié au travail. Donc, je dis souvent, il vaut mieux faire de la prévention, et c'est le leitmotiv de l'Ayurveda, il vaut mieux faire de la prévention que guérir. Du traitement. Oui, voilà. Que de la pathologie. Bon, on en a parlé. Donc, Chantal L'Oréal est venue. Elle est de Sainte-Anne, tu savais? Elle l'a dit. Oui, et de Pointe-à-Pitre. Comment les deux? Pointe-à-Pitre de Sainte-Anne. Bon, elle a présenté son ouvrage et puis les rendez-vous de son festival créole qui s'est déroulé déjà en Guyane, en Martinique. Et cette fois-ci, il a parti en Guadeloupe. Il y a plusieurs rendez-vous au Moule, je crois, il y a à Basse-Terre. Et il y a plein de choses à voir. Et puis son ouvrage, il va le signer le 5 au Moule et le 6, je crois, à Sainte-Anne, c'est ça? Oui. Non, l'inverse, c'est le 5 à Sainte-Anne, le 6 au Moule. Et Linda Koubindos, Madame Namasté, est venue donc présenter les apaisements du soir, je veux dire. Mais oui, c'est les apaisements du soir. Mais c'est ça. Hein. Non, mais j'ai écouté ça avec attention et je pense qu'elle a raison. Sinon, l'actu, c'était... Au niveau de l'actualité, on a parlé d'opération de contrôle routier qui s'est déroulée pour justement avoir des actions de prévention autour de la sécurité routière. On a aussi évoqué les vœux de la CPME, donc autour des enjeux économiques en Guadeloupe en 2026. Il était question d'environnement avec Clean My Island, donc avec une opération de sensibilisation pour nettoyer notre environnement. Et on a aussi parlé tennis avec ce tournoi qui a touché à sa fin, donc tennis féminin sur Petit-Bourg. Et nous sommes allés au Moule en folie, pour la parade du week-end avec beaucoup d'énergie. Il n'y a pas de Sainte-Anne en folie, non? Non, c'était m'assemblage. C'est fini, c'est passé. Ah, c'est bien passé. On a raté quelque chose. Bien, on se revoit demain à partir de 12h30 pour une autre édition du ZCL. Merci, Linda. Merci. Et merci aussi à Iman. Ça va mieux pour la grippe? Ça va. Ça va? Ouais. Grâce à la Ayurveda? Pas que.
L'Ayurveda n'a pas guéri tout le temps quand même. Non, mais bon, après, les remèdes rasiers, le thé... Alors, les remèdes rasiers, ça a fonctionné. J'en sais quelque chose, c'est vrai. L'Ayurveda, il y a des remèdes rasiers dans l'Ayurveda. Mais bien sûr. Il n'y a que ça. Bien sûr. Mais en fait, beaucoup des remèdes rasiers qui existent en Guadeloupe viennent de l'Inde. Oui, c'est vrai. Donc, on en parle en Ayurveda. C'est vrai, ça je le sais. Bien, voilà, demain à la même heure, 12h30, on sera avec vous. Ciao, bye bye.